Il est 9h36 sur LCI, la suite des débats de la matinale avec toujours Virginie Leguet qui est avec nous. Mathieu Desmoulins nous a rejoint. L'État français a-t-il raté sa gestion de la crise du coronavirus entre les volte-face sur les masques, les atermoiements autour des tests, le laisser-faire autour du relâchement? Pour en débattre, on accueille le docteur Jean-Pierre Thierry, merci d'être avec nous, médecin spécialisé en santé publique, et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Avant d'aborder cette question sanitaire, bonjour, bienvenue, j'aimerais qu'on revienne rapidement avec vous, Virginie, sur Emmanuel Macron. Et hier, Virginie, on a vu le président de la République s'exprimer devant sa majorité, les parlementaires LREM, pour le traditionnel pot de fin de session avant les vacances. Pas de caméra, mais on avait nos antennes, on sait ce qui a été dit. On va regarder notamment cette déclaration où il a tenté de galvaniser les équipes et essayer de remotiver les troupes en disant effectivement « Nous n'avons pas le droit de nous reposer, il faut rester au travail, nous serons jugés sur nos résultats ». Franchement, ça ressemblait à un discours de campagne. Ça y ressemblait furieusement et Emmanuel Macron a profité du traditionnel pot de fin de session devant les sénateurs et les députés pour établir la ligne de route d'ici 2022. Le plan de bataille, c'est ça? Le plan de bataille qui est quasiment un plan de guerre. Il y a urgence, nous avons 600 jours, notre agenda est complet, nous avons besoin de résultats concrets. Quelque chose de 2007 reste toujours, une façon de renouer avec l'esprit victorieux d'il y a 3 ans. Oui, que tout est encore possible, c'est ça? Et ça se termine par l'impossible est possible quand la volonté est là. Visiblement, à l'Élysée, on est remonté sur le ring, la confiance est là et on est prêt à aborder 2022 dans un esprit de conquête qui est tout à fait prégnant. Et voilà, nous avons besoin d'actions concrètes que nous allons lancer maintenant. Nous serons jugés là-dessus. Il a beaucoup mis en avant aussi le régalien, l'autorité. William Tay, je me tourne vers vous. On a l'impression qu'il a mis en avant des valeurs qui sont attribuées à la droite, le retour de l'ordre. Donc, vous qui dirigez un think tank de droite, est-ce que vous pensez que pour 2022, il peut y avoir de la place pour un candidat de droite autre finalement qu'Emmanuel Macron? Est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron le candidat de droite pour 2022? C'est ce qu'il espère en tout cas. Moi je pense qu'en fait l'objectif d'Emmanuel Macron c'est de devenir le patron d'une sorte de confédération de la droite en vue de après 2022, comme ce qui se passe en Allemagne avec Angela Merkel. C'est un peu son modèle. En fait il se repose sur 2 éléments. Un, c'est la droite républicaine qui a le plus de chances de l'emporter si ce n'est pas lui. Et ensuite, deuxième élément, il se repose sur un sondage qui est sorti il y a une semaine sur IFOP qui démontre que l'électorat s'est droitisé. Ça va être difficile pour vous de trouver une place là-dedans. Moi, je pense que de toute façon, en fait, l'élection présidentielle commencera à la fin de l'année. Et il y aura 2 candidats. Il y aura un candidat qui est Emmanuel Macron, qui est déjà en campagne. Et il y aura un candidat qui sera désigné par les Républicains. Et tout se jouera sur ces 2 candidats parce que la gauche n'arrivera pas à s'unir. C'est le pari que fait. Et Marine Le Pen, pour vous, elle n'existe plus alors? En fait, je pense que... Moi mon pari... c'est que je pense que je pense que ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne seront au second tour de l'élection présidentielle de 2022. C'est un pari très audacieux. Il faut être audacieux. Je reprends les mots du président de la République. Il faut être audacieux. L'impossible peut devenir possible, c'est ça? Si vous imaginez que le candidat et même parfois de droite, ensemble tout devient possible aussi. Si vous imaginez que le candidat de droite dont on ne connaît pas encore ni le nom ni le profil peut arriver au second tour, c'est encore plus audacieux. Non, mais en fait, nous on se repose sur des éléments qui sont sociologiques et structurels. Le premier élément, c'est que tout président de la République qui est candidat à sa réélection fait un moins bon score lors de sa première élection. C'est ce qui s'est passé depuis 1965 et de la première élection présidentielle. Après les statistiques... Deuxième élément, c'est qu'aucun président de la République n'a été réélu avec une majorité parlementaire depuis le général de Gaulle. Je veux bien croire qu'Emmanuel Macron est fantastique, mais bon, on parle quand même du général de Gaulle. Ensuite, deuxième élément, c'est plutôt pour Marine Le Pen. On a fait un comparatif des voix qu'elle a effectuées et des sondages qu'elle avait obtenus entre ce quinquennat et les précédents. Elle est toujours surévaluée dans les sondages. Et nous, on pense que le seuil de qualification, on a déjà sorti un papier dessus et on va tout sortir d'ici la fin de l'année. On pense que le seuil de qualification est à 18%. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a de la place pour un candidat de droite et éventuellement pour un candidat de gauche type printemps marseillais. Moi, j'ai un élément pour vous qui est extrêmement clair et contre lequel je pense que vous ne pourrez rien dire. L'électorat de droite, il est déjà derrière Emmanuel Macron depuis un bon moment et il le reste. Non, est-ce qu'il repartira? Ce qui s'est passé sociologiquement, ça s'est manifesté aux européennes. Oui, mais ça a été démontré. Ce qui s'est passé en 2017, c'est que Emmanuel Macron, il avait 50% de l'électorat de François Hollande, plus l'électorat de François Bayrou. L'électorat de François Hollande est parti. Et l'électorat de François Hollande est parti. Il a été compensé par l'électorat de droite. Absolument. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'électorat de gauche est venu soutenir Emmanuel Macron, puis il est parti. L'électorat de droite est venu soutenir Emmanuel Macron en 2019, et puis il est parti lors des élections municipales.
Ça a été démontré, en tout cas dans les chiffres, ça a été montré avec les scores LREM qui étaient en recul dans tous les secteurs. Mais vous savez que et dans moi, toutes que les élections villes municipales ne disent rien de l'élection présidentielle. En fait, le premier indicateur qui sera très important, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a envisagé de les reporter, ce sera les élections régionales qui donnera c'est le premier grand scrutin national depuis les élections européennes et le dernier avant la campagne présidentielle. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un débat très intéressant qu'on aura l'occasion, bien sûr, de continuer à avoir. Ce qui peut se jouer aussi dans l'image d'Emmanuel Macron pour 2022, c'est aussi peut-être la gestion de cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre en ce moment, la gestion du coronavirus. Alors, on va en parler avec vous, avec tous nos invités. J'aimerais qu'on écoute Brice Hortefeux, qui était notre invité il y a une petite heure sur LCI, qui était très remonté contre le président Macron et la gestion de la crise sanitaire. Écoutez. C'est pas un flottement, c'est un désastre. Et vous savez, pour vous, la gestion du coronavirus par le gouvernement est un désastre ? La gestion des crises. Il était incapable de gérer la crise des gilets jaunes. Ça s'est terminé tout ça en queue de poisson. Incapable de gérer la crise sanitaire. Je vous rappelle que là aussi, on a un organisme international qui a observé les 32 pays du continent européen. On nous classe 26e ou 27e pour la médiocrité de la manière dont on gère cette crise. Bon, voilà pour les déclarations, pour le coup, politiques de Brice Hortefeux. Je vais me tourner vers vous, Jean-Pierre Thierry, pas pour avoir une opinion politique sur ce qui se passe, mais pour le coup, le regard du médecin, est-ce que vous avez le sentiment qu'on manque de fermeté, que la gestion de la crise n'est pas à la hauteur, en tout cas, de ce qu'elle devrait être ? Vous avez deux groupes de pays, pour simplifier. Vous avez les pays asiatiques, ou ceux qui étaient proches du foyer de l'épidémie et qui ont l'habitude de gérer ces crises, et qui ont immédiatement opté pour des mesures de distance sociale, le port du masque généralisé. Et ça, les masques, ils en avaient, c'est culturel. Et le contrôle des entrées aux frontières, donc, qui a joué un grand rôle, en fait. Bien sûr. Et puis vous avez le groupe des pays qui a sous-estimé le risque, et qui, pour des raisons culturelles, n'a pas pu très rapidement appliquer les mesures barrières. Alors, le rôle de l'OMS doit être rappelé sur les masques, parce que dans une première phase, le loupé de communication s'explique parce que, globalement, on voulait réserver les masques aux professionnels de santé, et notamment à ceux qui sont dans les hôpitaux, et que plusieurs pays se retrouvaient avec des pénuries liées à l'arrêt des transports internationaux qui est le vrai marqueur de cette crise, y compris au niveau économique, puisque l'arrêt des transports et de la consommation d'énergie fossile, en fin de compte, c'est l'explication de la crise. Et du coup, on a eu ces déclarations, effectivement, dont on parle régulièrement, que le masque était inutile, etc., alors qu'en fait, c'était pour tenter de laisser le peu de stock qu'on avait au personnel soignant qui en avait le plus besoin. Voilà, c'est une des explications. Néanmoins, au niveau international, quand on compare, alors qu'il y avait des plans pandémie qui envisageaient, enfin qui listaient d'ailleurs toutes les mesures à prendre, il y a eu un vrai loupé qu'on retrouve aux États-Unis, curieusement aussi, alors qu'une grande partie de la production de masques a été sous-traitée, notamment en Chine. Donc personne n'a anticipé. En réalité, la France a été prise de court. Oui, et les États-Unis aussi, alors que c'est eux qui ont les plus grands producteurs dans le domaine médical. Et en réalité, cette interruption et ce risque de pénurie lié à l'interruption des transports internationaux étaient prévus dans les plans pandémie internationaux. Donc c'est assez paradoxal. Il y a eu une sous-estimation globale et pas spécifiquement de la France, selon vous ? Alors la France fait partie des pays qui se sont trouvés pris au dépourvu, notamment par l'absence de stock. Et l'absence de stock, c'est un marqueur d'une insuffisance de prise en compte du risque lié aux pandémies qui ont marqué l'histoire de la médecine et de la santé publique. Mais la doctrine de l'absence de stock, elle remonte à quelques années. Oui, alors l'historique a été fait, mais néanmoins, dans tous les plans pandémie, les stocks étaient prévus. Donc pourquoi il y a eu ce relâchement ? C'est parce qu'on a privilégié d'autres risques, en fin de compte, sur le risque pandémique. Et on a fait des économies là où on pouvait, en disant, bon voilà, c'est peut-être pas indispensable. Oui, et puis il y a eu l'historique de la pandémie de 2009 d'H1N1, où tout le monde dit ça va être extraordinaire. Il y a eu... et finalement, ça n'a pas été voilà, il y a eu plusieurs pandémies où on disait ça va être la fin du monde, où il ne s'est rien passé. Donc on a relâché un peu la tension. William Tell, j'imagine que les mots qu'on a entendus de Brice Hortefeux doivent vous parler. Est-ce que selon vous, il y a un problème spécifique à la France ? Est-ce qu'on est trop mou ? Est-ce qu'on manque de fermeté aujourd'hui encore ? Alors qu'on a les masques, pour le coup, maintenant. Je rejoindrai l'avis du professeur. Il y a deux clivages. Il y a un clivage entre les pays occidentaux et les pays orientaux. Les pays orientaux ont été marqués par le SRAS. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une expérience passée, alors que notre expérience passée, c'était plutôt l'expérience de Roselyne Bachelot, auquel on lui a plutôt critiqué d'avoir fait trop de stocks. Oui, d'avoir dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de milliards pour des vaccins qui n'ont pas été utilisés. Tout à fait. Et sur le deuxième volet, moi je pense qu'en fait le gouvernement a fait du mieux qu'il pouvait dans la mesure où on n'avait pas d'armes en fait pour combattre ce virus.
On n'avait pas beaucoup de lits de réanimation, notamment par rapport à l'Allemagne. On n'en a que 5 000, ils en ont 20 000. On n'avait pas de masques et on n'avait pas de quoi faire des tests. Moi, je pense qu'en fait, le gouvernement a fait du mieux avec tous les problèmes structurels qu'on rencontrait en France, qui sont liés notamment au fait qu'on a beaucoup moins investi en recherche et développement et qu'on n'a pas d'industrie. Les pays qui s'en sortent le mieux, les pays comme l'Allemagne et les pays est-asiatiques, sont des pays qui ont une forte capacité en recherche et développement et une grande capacité industrielle. Mais c'est peut-être difficile officiellement de dire on n'a pas assez de masques. Ah, mais je pense qu'en fait, toute l'erreur du gouvernement, et notamment... Mais c'était peut-être impossible à dire. Moi, je pense qu'on a manqué de transparence, en fait, c'est ça. Sa grande erreur à Emmanuel Macron et au gouvernement... Le désir de ne pas affoler la population. En fait, dans les chiffres réels, ils n'ont pas été mauvais. Ils sont plutôt dans la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'ils sont entre l'Allemagne qui a très bien réussi, mais ils ont quand même fait mieux que l'Espagne et l'Italie. Le problème, c'est leur loupé en termes de communication. Je pense qu'on leur reproche énormément tout ce qui est le manque de vérité, notamment sur les masques, les tests et les lits de réanimation. Si par cas ils avaient dit dès le début, comme ce qu'a fait Véran très habilement, le ministre de la Santé Olivier Véran, s'il avait dit dès le début avec sa courbe, quand il montrait qu'on aurait dû mettre en place ces mesures-là, fameuse courbe en cloche, c'est ça, ces mesures-là pour éviter de surcharger les hôpitaux, je pense que les Français l'auraient compris, et je pense qu'en fait ils ont fait le distinguo parce que maintenant on a un monde ouvert entre le discours d'Angela Merkel et le discours d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est surtout sur la communication et le discours, ils ont été très mauvais. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est celle de la fermeté. On a quand même le sentiment qu'on laisse faire des choses qu'on ne devrait peut-être pas laisser faire, qu'on n'interdit pas suffisamment les rassemblements, qu'on laisse les jeunes se rassembler. On voit notamment à Quiberon, par exemple, qu'il y a eu des décisions prises par la commune, par la préfecture, mais pas de décision nationale. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'on devrait interdire de manière plus ferme, punir peut-être de manière plus ferme les rassemblements? On a vu le Puy du Fou avec 12 000 personnes ce week-end. Enfin, il y a tout un tas d'images. On se dit comment est-ce possible aujourd'hui? Comment le gouvernement peut laisser faire? Oui, donc il y a une phase de relâchement qu'on peut comprendre, puisque la phase de confinement généralisé a été efficace pour faire refluer. Et les Français ont été, pour le coup, très obéissants. Oui, parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu raison d'avoir peur, ils ont vu que ça allait toucher des gens dans leur famille, leurs amis, etc., et que les capacités hospitalières risquaient d'être saturées. Et donc, on a vu ce qui se passait en Italie. Donc, tout le monde a intégré ça. Donc, c'est compliqué de maintenir un confinement généralisé pendant 2 mois. Donc, à la sortie, on a envie de revenir au monde d'avant. Et il y a eu une période de communication où il y a eu un relâchement, y compris de la communication gouvernementale, à la fois avec les élections, la fête de la musique et un certain nombre aussi de mise en situation, y compris d'hommes politiques qui se faisaient des accolades, etc. Donc des injonctions très paradoxales pour les Français. Oui, injonctions pas si paradoxales que ça, parce que tout le monde a envie de revenir. Ah oui, bien sûr. À la vie d'avant. C'est difficile d'avoir un discours 3 jours après en disant il faut surtout porter le masque, alors qu'on a vu les mêmes hommes politiques se faire des embrassades juste avant. C'est compliqué, c'est difficilement entendable par les Français. Voilà, le risque, qui en revient à la santé publique, c'est que vous avez que 5%, mais c'est peut-être un peu plus dans certains départements, des gens qui ont eu le coronavirus. Oui. Donc l'immunité collective n'est pas du tout installée. Donc on revient à la situation avant la première vague potentiellement. En tout cas, c'est ce qu'il faut croire pour se préparer. Donc il peut y avoir un effet lié donc à la un risque de grosse contamination. Donc il y a un risque de deuxième vague. Est-ce que la France est prête aujourd'hui, beaucoup plus prête qu'elle ne l'était en mars? Alors, elle est prête, c'est les mêmes recettes, c'est-à-dire, indépendamment de la capacité hospitalière, dire, si j'accepte d'avoir autant de gens en réa, je mets la capacité hospitalière de réanimation au niveau du pic, c'est pas obligatoirement la bonne solution. D'accord ? La bonne solution, c'est de revenir aux gestes barrières, d'avoir un minimum de règles de distance physique à maintenir tant qu'il faudra. Donc, et là, les masques, on l'a vu, prennent tout leur sens parce que c'est la contrainte, la moindre contrainte. Et après, il y a gérer l'impact économique et l'attente du vaccin dans les mois ou les années qui viennent. Donc clairement, les masques, il va falloir s'habituer à ce que ça fasse partie de notre paysage pendant encore un long moment, sans doute jusqu'à la fin de l'année au moins. Pour revenir à ce qu'a dit M. T, c'est dans la culture asiatique, l'enseignement qu'on aurait pu tirer avant, c'est que c'est très efficace. Mais alors, c'est pas très efficace que pour le coronavirus. Bien sûr. C'est intéressant. Donc, on va voir. Il va y avoir une baisse de grippe, peut-être. Mais elle est déjà observée dans plein de pays où les masques ont été généralisés. Vous avez une baisse très significative des maladies respiratoires, y compris chez les enfants. J'aimerais vous demander, William T, si vous estimez, en tout cas, que nos voisins font parfois mieux. Et notamment en ce moment, parce qu'on voit ce qui se passe en Belgique, par exemple, où il y a tout un tas de mesures beaucoup plus draconiennes qui viennent d'être décidées. En Espagne, on a reconfiné une partie de la Catalogne. Est-ce qu'on est un peu trop mou en France ? Il y a une question de mou, mais c'est surtout une question d'objectifs. On n'a pas les mêmes objectifs. Les pays du Nord peuvent se permettre notamment d'être plus durs parce qu'ils n'ont pas la même culture
que nous, il faudrait plutôt se comparer comme les pays comme l'Espagne et l'Italie. Si on souhaite se comparer, on dirait qu'on a un bloc avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France, et qu'on a un bloc du Nord. Si on compare en Catalogne, on reconfine, par exemple. En Catalogne, on confine parce que la Catalogne a moins de capacité hospitalière que nous. Nous, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas surtout les mêmes objectifs. L'objectif du gouvernement est de pouvoir faire redémarrer l'économie. Pour faire redémarrer l'économie, il faut créer un choc de confiance. C'est-à-dire que s'ils tiennent un discours trop dur, on peut avoir ce qui s'est passé en mars, ça veut dire une baisse de la consommation. Moi, je pense que l'objectif, on sait qu'il n'y aura pas de vaccin avant 2022, peut-être même plus tard s'il y a une mutation du virus. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de masques, le nombre de tests et le nombre de l'IDREA, de faire respecter les gestes barrières et de vivre comme si, en fait, on devait vivre avec le virus jusqu'à 2022. Et de réussir à relancer l'économie avec tout ça. C'est un peu un travail d'équilibriste. Mais peut-être faut-il tenir un discours beaucoup plus clair sur les masques que le discours actuellement tenu. Moi, je pense qu'il faut tenir un discours de vérité, c'est-à-dire qu'il devrait faire une allocution à la rentrée, en conjuguant la crise sanitaire et la crise sociale, en disant on va vivre des moments durs jusqu'à 2022. Donc solennel. Oui, tout à fait. Ce qu'il a fait comme en mars. Voici mon objectif jusqu'à 2022. Nous allons vivre comme ça jusqu'à l'arrivée du vaccin et je vous demande de tenir. Et l'État mettra les moyens, notamment en termes de masques, de tests pour que tout le monde soit testé et de l'IDREA pour que tout le monde puisse aller travailler et se faire soigner en cas de problème. Je veux dire ce qui se passe en Belgique depuis en fait, hier. L'objectif, c'est d'éviter un reconfinement complet ou partiel. Bien sûr, parce que là, ce serait une catastrophe pour notre économie. C'est également ce que veut faire la première ministre belge qui a pris tout un tas de décisions. Ne plus se réunir avec des proches qu'à 5 personnes maximum. Là, on appelle à la responsabilité personnelle. Les événements publics sont limités à 100 personnes à l'intérieur, 200 à l'extérieur. Donc les théâtres, les cinémas en Belgique, c'est très compliqué. Les Belges sont invités à faire leurs courses seuls et pour une durée maximale de 30 minutes. Là, on est dans des mesures quand même extrêmement musclées qui me semblent difficiles avec une relance d'économie. Moi, je pense qu'en fait, il pourra pas passer outre le fait de faire un nouvel état d'urgence sanitaire. Avec la situation. Vous pensez que... Ah, mais moi, je pense en fait, l'idée que j'ai à travers les courbes, c'est qu'en fait, on aura des montées de pics, des descentes de pics à chaque fois et en fonction. Et des confinements locaux ? Des confinements éventuellement locaux. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir éventuellement des départements à risque comme Mayenne et d'utiliser les moyens de l'État central, en fait, de mutualiser les moyens pour éviter l'expansion de la pandémie à partir d'un département. En fait, le problème, c'est d'avoir ce qui s'est passé en février-mars dernier, c'est-à-dire tous les départements touchés au même moment, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas les capacités pour tenir une éventuelle deuxième vague. Par contre, on a désormais les capacités pour confiner localement un département, une région ou même un peu plus. Jean-Pierre Thierry, vous pensez que ça peut se profiler, des confinements localisés dans les mois qui viennent ? Oui, c'est un des scénarios envisagés notamment par le Conseil scientifique présidé par M. Delfrécy. Donc, c'est un des scénarios. Je voudrais juste dire que le maintien des capacités de réanimation dans l'anticipation d'une arrivée, c'est pas un objectif c'est pas un objectif qu'on doit accepter si facilement, parce que ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens en réa, il y aura aussi beaucoup de décès de personnes très âgées ou de gens malades. Donc, et là, on sera comparé au niveau international. En se disant on a suffisamment de lits en réanimation. Absolument pas. C'est un calcul qui est trop risqué. C'est un très très mauvais calcul parce que les années de vie perdues et la mortalité sera en relation. Donc, ça explique aussi la réponse belge. Donc, on doit rester armé face au redémarrage de cette épidémie qui malheureusement est à bas bruit jusqu'à ce qu'elle décolle vraiment. C'est le problème difficile à comprendre des croissances exponentielles qu'explique la contagiosité du virus. Donc pour conclure, on refait passer le message. Port du masque, geste barrière, il faut être intransigeant. Voilà, et limiter les rassemblements où tout le monde se lâche un peu trop. J'ai vu encore des images de boîtes de nuit, je crois, dans le sud de la France. Enfin oui, pas de boîte de nuit parce que c'est interdit, mais dans un bar à musique. Oui, dans un bar, c'est ça. Voilà. Il va falloir regarder ça de près. Voilà. Donc ça, c'est embêtant parce qu'il y a aussi des super contamineurs. Donc on le sait sur l'expérience coréenne ou allemande, etc. Des gens qui sont capables de contaminer plusieurs dizaines de personnes. C'est ce qui s'est passé à Quiberon. Un cas et 54 jeunes ont été contaminés dans une soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. On se retrouve également avec vous, Virginie Leguet et Mathieu Desmoulins, demain matin à partir de 6h57 pour la matinale. Tout de suite, Actu & Co avec l'excellent Adrien Borne.